Et merci d'être venu nous rejoindre pour cette première conférence de presse de notre toute jeune association Équilibre des énergies. Le point de départ, c'est évidemment que le contexte énergétique d'aujourd'hui, il est terriblement évolutif, complexe et incertain. Il y a de quoi laisser perplexe le consommateur, nos concitoyens, et même les professionnels du bâtiment, et même ceux qui fabriquent des matériels, qui installent ces matériels destinés à l'utilisation des énergies. Au plan national, l'évolution comparée des différentes énergies livrées chez le consommateur final, l'avenir du gaz de schiste en France, les suites du Grenelle de l'environnement avec les allers-retours sur le photovoltaïque, les éoliennes dont on ne veut pas trop, les nouvelles réglementations thermiques qui vont entrer en application généralisée dans un an, le diagnostic de performance énergétique qui va intervenir dans la valorisation des biens immobiliers au moment où ils se cèdent et s'acquièrent, et puis les progrès technologiques sur les matériels de diverses natures, photovoltaïque en particulier, mais aussi bien d'autres technologies. Tout ceci crée un complexe passablement incertain. Face à ce contexte, des gens que je qualifierais de bonne volonté, ce sont des professionnels du bâtiment, et ce n'est pas un hasard si j'ai aujourd'hui à ma droite Daniel Aubert, qui est directeur général de l'Union sociale pour l'habitat, qui représente ici l'habitat social et qui est à la fois constructeur et gestionnaire, et à ma gauche Christian Louis Victor, qui préside l'Union des maisons françaises, qui est donc dans un tout autre créneau du point de vue du logement. Des industriels et des installateurs mettant en œuvre toutes les énergies, nous avons la chance d'avoir des gens qui connaissent le fioul, le gaz, le bois, l'électricité sous toutes ses formes, les panneaux solaires, donc une connaissance pratique de beaucoup de choses, et puis les gens qui les installent. Et puis des associations de consommateurs qui, à partir du moment où nous avons dit que nous allions travailler dans une logique d'intérêt général et mettre le consommateur au centre de nos préoccupations, ont considéré qu'il était bon qu'ils viennent travailler avec nous. Alors c'est en fait l'équilibre entre ces trois catégories d'acteurs qui fait notre originalité. La question qui s'est posée, c'était de savoir si on allait accueillir aussi des fournisseurs d'énergie. On a dit oui, on peut les accueillir parce qu'ils savent beaucoup de choses, ils peuvent nous être utiles, mais nous entendons rester totalement indépendants par rapport à leurs intérêts propres. Ça nous donne donc en fait trois préoccupations. La maîtrise des consommations des énergies, bien entendu nous sommes favorables aux économies de toutes les énergies, mais en plus nous pensons qu'il faut essayer d'utiliser chaque énergie dans son domaine de pertinence. La maîtrise des coûts, parce que nous avons le souci du consommateur. Combien ça coûte de construire un logement, quelles sont les charges, l'exploitation, et quelles sont les dépenses, la facture énergétique. Et enfin, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en relation avec le changement climatique. Nous sommes prêts d'abord à accueillir tous les gens qui ont envie de travailler avec nous. Et ensuite, nous avons envie de dialoguer, même avec ceux qui n'envisagent pas d'adhérer à l'association. C'est pourquoi nous avons un site internet certes, mais qui n'est pas seulement destiné à faire passer de l'information sur ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit interactif et que ceux qui ont quelque chose à dire viennent dialoguer avec nous. Alors maintenant, quelques chiffres clés pour qu'on voit bien de quoi l'on parle. Nous parlerons du secteur résidentiel et tertiaire qui représentait en 2008 42% de la consommation d'énergie française. Bon, pourquoi 2008 ? Tout simplement parce qu'il y a des données cohérentes sur la base de données du ministère du Développement durable. Entre 1990 et 2008, le nombre de logements a augmenté de 21%, ce qui n'est pas rien. La consommation des usages thermiques, c'est-à-dire le chauffage, l'eau chaude et la cuisson, a été assez bien maîtrisée, plus 2%. Par contre, les usages spécifiques de l'électricité, c'est-à-dire l'éclairage électroménager, la télévision, l'informatique, etc., ça a explosé, plus 84%. C'est un sujet en soi, mais nous n'allons pas en traiter aujourd'hui, on va se concentrer sur les usages thermiques. Alors maintenant,
un autre événement, c'est l'évolution des prix des énergies qui sont très contrastés sur la période. Vous voyez que par rapport à l'indice des prix et à la consommation qui a augmenté entre 1990 et 2008 grosso modo de 21%, l'électricité est restée au-dessous, mais on sait qu'il va falloir qu'elle augmente un peu dans les temps qui viennent. Le fioul a été à la hausse et a fait un peu n'importe quoi. Le gaz a été plus lisse, mais il a quand même augmenté de près de 70% depuis 1998. Le résultat de nos investissements de ces dernières années est qu'aujourd'hui, globalement, le parc social est plus performant que la consommation moyenne du secteur résidentiel. Si la consommation moyenne des logements, si tant est que ça veuille dire quelque chose, est de 170 kWh par mètre carré par an, contre 240 pour le secteur résidentiel. Elle a décidé, la réglementation, en application des lois Grenelle, de raisonner en énergie primaire. Ça veut dire qu'un logement neuf, qui présente des caractéristiques excellentes, s'il est chauffé au gaz, on raisonne en énergie primaire, le consommateur qui consomme 1 kW chez lui, en énergie primaire, il ne sait pas ce que c'est, mais il consommera 1 également. S'il est chauffé à l'électricité, il consommera 1 kW chez lui, mais on lui dira, mon petit père, tu as consommé 2,58 kWh. Pour des logements dont la consommation moyenne maximum fixée par la réglementation doit être de 50 kWh par mètre carré par an, sur ces 50 kWh par mètre carré par an, il y en a 15 qui sont consacrés au chauffage et 20 qui seront consacrés à la production d'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire est devenue prépondérante dans les besoins des logements. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les usages particuliers de l'électricité. Ces logements, au moment de leur revente, puisque vous savez, il y a des flèches rouges et vertes, là, maintenant on est obligé d'afficher le diagnostic de performance énergétique, les logements qui sont chauffés à l'électricité vont se trouver pénalisés. Donc il va y avoir, je pense, de vraies déconvenues au moment où un certain nombre de propriétaires vont devoir vendre ces logements parce que celui-ci va se trouver déprécié. Mais globalement, la recherche aujourd'hui permet effectivement de commencer sur les équipements à envisager des baisses de coûts assez significatives dans les 12-15 mois qui viennent, notamment autour des pompes à chaleur. Sur le problème de l'eau chaude thermodynamique, on est aujourd'hui à peu près, on avait des ballons qui coûtaient à peu près 5 000 euros. On voit déjà, si vous voulez, qu'à la fin de l'année, les marchés qui vont être passés peuvent tourner autour de 2 500 à 3 000 euros. Très récemment, un client voulait faire construire en zone périphérique une petite agglomération qui n'était pas équipée en gaz. Donc il a demandé au constructeur effectivement de lui installer un chauffage électrique. C'est-à-dire le constructeur lui dit mais c'est pas possible, dans votre zone, dans la zone où vous êtes, le dossier que nous allons donner au niveau du permis de construire ne permettra pas d'installer un chauffage électrique. Donc on va vous installer un poêle à bois. Ah, il poêle à bois, oui d'accord, mais vous l'installez où? Alors on va l'installer dans la salle de séjour, d'accord, mais alors à l'étage, qu'est-ce qui va se passer? Et pour les pièces annexes, vous ne pourriez pas à ce moment-là m'installer un poêle à bois et puis me déployer une araignée, une pieuvre électrique qui me permettra, je ne bouge pas au niveau du permis de construire, et puis une fois le permis de construire accordé là, eh bien je passerai avec des convecteurs électriques, parce qu'il y a une telle aussi amélioration de la performance technique des convecteurs que j'installerai des convecteurs électriques et le problème sera réglé. On voit de surcoût, 12 à 18%, il pénalise évidemment plus les maisons de petite surface, puisque au niveau RT 2005, pour des maisons qui sont inférieures à 106 mètres carrés, on arrive à un coût de 969 euros. Si on passe en BBC, on passe à 1171 euros, soit une augmentation de 21%. Donc évidemment, plus petite surface, le niveau des équipements est pratiquement le même à la base pour produire de l'eau chaude sanitaire et de chauffage. Et effectivement, on pénalise donc les plus petites surfaces. On est dans un logement collectif pour une surface habitable de 61 mètres carrés. On est dans toutes les solutions au même niveau d'isolation. On est en zone H1, c'est ce qui a été décrit tout à l'heure par Christian, vous savez ce que c'est. A, ça veut dire qu'on est à basse altitude, en quelque sorte. Et on est conforme, du point de vue des performances du bâti, à la RT 2012. Et puis on regarde différentes solutions qu'on peut installer.
On peut installer un chauffage avec des panneaux rayonnants, évidemment de bonne qualité, pas le grille-pain comme on a l'habitude de dire, avec un chauffe-eau électrique, un brave ballon classique. On peut installer un chauffage panneau rayonnant avec un chauffe-eau thermodynamique, une pompe à chaleur double service, une chaudière à gaz double service, une chaudière à gaz avec un chauffe-eau solaire d'appoint, et enfin un réseau de chaleur si on a la chance qu'il y en ait un pas trop loin. Alors on regarde combien d'abord tout ça, ça va consommer d'énergie. Et en énergie primaire, la solution électrique classique, elle est à 97,9 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. Donc par rapport à un critère de 50-60 selon les zones, là ça passe absolument pas par rapport à la RT 2012. Quand on met un chauffe-eau thermodynamique, ça va un peu mieux, parce qu'évidemment, ça réduit la consommation pour faire de l'eau. Et on est encore à 73, on ne passe pas. La pompe à chaleur, elle passe pratiquement 52, 53, c'est bon. Le seul problème, c'est en rouge à droite, c'est que ça coûte très cher en investissement. Et avant qu'on ait récupéré en temps de retour cette dépense supplémentaire, ça va être dur. La chaudière à gaz double service, elle passe. Quand on ajoute du chauffe-eau solaire, ça passe encore mieux, évidemment. Et le réseau de chaleur est très satisfaisant si on en a un sous la main. Alors ensuite, on peut regarder quel est le coût d'exploitation pour l'heureux propriétaire de ce logement. Alors le coût d'exploitation, il faut entretenir le matériel, c'est les charges d'entretien. Il faut payer les abonnements. Abonnement à l'électricité pour la maison qui n'a que de l'électricité, abonnement élec plus abonnement gaz pour celle qui a les deux énergies. Parce qu'il y a quand même bien des applications de l'électricité dans la maison, et puis de toute façon, même une chaudière, ça ne marche pas sans électricité, même si elle est à gaz. Et puis, bien entendu, acheter l'énergie. Énergie électrique, énergie gaz, en proportion correspondant à la structure de fonctionnement de cette maison. Alors, quand vous considérez ça, vous voyez que la bonne vieille solution classique, elle est à 3,9 € par mètre carré et par an, alors que la solution gaz est à 9,6. Et si vous rajoutez de l'appoint solaire, ça baisse un petit peu, mais pas de façon dramatique. Un autre aspect de la question, ce sont les émissions de CO2. Alors, dans ces émissions de CO2, on a compté les émissions de la maison, plus les émissions liées au kilowattheure électrique dans le système électrique. Et là, évidemment, la chaudière à gaz, elle est fortement pénalisée. Donc, ce que vous constatez, en fait, laissons de côté notre vieux ballon à eau chaude, dont on sent bien qu'il n'est plus tout à fait dans l'air du temps, mais que si on considère le chauffage panneau rayonnant avec le chauffe-eau thermodynamique, ça ne passe pas au sens de la RT 2012, alors que c'est meilleur en coût d'exploitation et que c'est meilleur en émissions de CO2. Pour un coût d'investissement qui est un peu supérieur à la chaudière à gaz, mais qui est très inférieur à la chaudière à gaz plus chauffe-eau solaire. Donc voilà, en zone rurale, quand vous avez une maison où les combles ne sont pas isolés et où il y a une vieille chaudière à fioul, c'est pas la peine d'aller mettre des doubles vitrages ou de faire des trucs terribles. Il vaut mieux remplacer la chaudière par une chaudière moderne et mettre un peu d'isolation dans les combles. Et donc, pour les gens qui sont en précarité économique, énergétique, il faut les aider à investir dans des choses comme ça, et c'est là qu'on va gagner par euro investi le maximum de réduction de CO2. Il faut mettre un terme aussi rapidement que possible aux injustices qu'entraîne l'application du diagnostic de performance énergétique sous sa forme actuelle. Il n'est pas normal que des propriétaires de biens immobiliers construits selon les règles, à l'époque où ils ont construit leur maison, qui ont un coût d'exploitation plus faible que la moyenne, se voient rétrogradés d'une ou deux catégories dans le diagnostic de performance énergétique. Et enfin, il faut prendre des dispositions pour permettre l'émergence de solutions innovantes et intéressantes en termes de coûts et d'émissions de CO2
qui sont aujourd'hui incompatibles avec la RT 2012.